La Confédération des États du Sahel, c'est pour bientôt et même très bientôt. La rencontre tenue à Niamey en mai dernier entre les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger a permis de finaliser le projet de texte, donc les textes fondamentaux. Et selon le communiqué final, dans les semaines à venir, les trois chefs d'État devront adopter le projet de texte. Mais quel avenir pour la Confédération de l'AES? C'est le sujet de ce regard sur l'avenir. On en parle avec mes invités, mesdames et messieurs. Bonjour et soyez les bienvenus. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de Dr Polo Pépin-Yen. Dr Polo Pépin-Yen est politologue. Bonjour, docteur. Bonjour. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Également pour les clés de lecture, Assamadou Guiré est avec nous ce matin. Monsieur Guiré est membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonjour, monsieur Guiré. Bonjour, monsieur Dabira. Troisième invité sur ce plateau, Jean-Pierre Sawadogo. Monsieur Sawadogo est le vice-président de l'organisation de la société civile Soron, le Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Quatrième et dernier invité sur ce plateau, monsieur Nestor Kodasé, le coordinateur national de PJP, Planète des jeunes panafricanistes. Bonjour, monsieur Kodasé. Bonjour, monsieur Davira. Bonjour aux téléspectateurs de C360. Bonjour au peuple burkinabé. Bonjour au peuple africain et à tous les patriotes qui se battent pour la libération du continent. Alors, docteur, je vais commencer avec vous. Vous êtes sociopolitologue. À regarder le contexte sociopolitique et sécuritaire dans lequel naît cette confédération, y a-t-il la matière à craindre? Est-ce un projet viable? Bien sûr que ce projet peut susciter donc un peu de scepticisme à certains niveaux. Oui, à certains niveaux. Et aussi beaucoup d'optimisme. Voilà, parce que l'AES a été créée dans un contexte d'hostilité. Voilà, dans un contexte de tension géopolitique. Voilà, et aussi dans un contexte donc, de bipolarisation donc, de la communauté dans laquelle étaient ces États membres, dont la CEDEAO. Donc, du coup, vu donc, le niveau d'hostilité aujourd'hui qui sévit au sein de ces États, on peut craindre quelquefois que voilà, l'AES ne puisse pas donc avoir une certaine longévité. Cette crainte peut être légitime, voilà, pour ceux qui sont plus ou moins pessimistes, parce que vu l'adversité qui est en face, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, fait de conflits de part et d'autre, donc cette crainte est légitimée. Mais il y a aussi que l'AES suscite un espoir à plusieurs niveaux, et c'est un espoir pour les peuples. Parce que du coup, pendant longtemps, les peuples ont rêvé donc avoir une certaine superstructure, voilà, qui puisse donc les unifier, voilà, d'un point de vue politique, voilà, afin donc de les permettre donc de pouvoir poursuivre les objectifs communs qui ne sont rien d'autre que la souveraineté, le développement, le bien-être des populations. Donc à ce niveau, je peux dire qu'il y a plus d'optimisme que de pessimisme. L'optimisme ici peut donc se percevoir à travers l'engagement même des leaders, des trois chefs d'État, qui sont résolument engagés aux côtés de leur peuple et qui jouissent d'un soutien populaire, en tout cas indéniable, et aussi au niveau donc de la base, on se rend compte que de plus en plus, il y a une conscience qui est en train d'émerger envers donc une intégration dans un nouveau cadre sous-régional. Donc, du coup, vu les devoirs de la CEDEAO, la déception que la CEDEAO a infligée donc, à des peuples, voilà, qui ont été sérieusement réprimés d'une manière ou d'une autre, notamment le peuple du Mali, le peuple du Niger, le peuple du Burkina Faso. Donc, ça a pu créer une certaine solidarité entre ces peuples au niveau de la base et au niveau du sommet. Et il faut le préciser au passage, voilà. Les peuples sont plus pressés. Hein, oui. Je vous dis que j'ai fait un passage au Niger il n'y a pas très longtemps. J'ai pu percevoir que dans ce pays-là, le niveau de conscience, le niveau de prise de conscience sur la question de l'intégration entre les trois pays, en tout cas, est plus élevé que pour celui du Burkina. Ah bon? Oui. Vous avez remarqué ça? Oui, j'ai remarqué ça. Oui, ils sont plus en avance par rapport à nous sur la prise de conscience. Sur la prise de conscience. Oui. Par rapport au Burkina Faso. Par rapport au Burkina Faso. Au Burkina Faso, oui. Où la société civile est plus éveillée que jamais. Oui, mais ici, ils sont beaucoup plus divisés.
Il y a beaucoup de clivages voilà, qui font que certains se refusent, c'est-à-dire à aller dans la mouvance donc, de l'AES aujourd'hui. Il y a de la résistance. Au Niger, ce que j'ai constaté, il y a quand même une adhésion assez large. Assez large. Et au Mali? Sur le projet. Là, le Mali, je n'ai pas encore une expérience du Mali. Donc, je ne saurais, donc, à partir de ma position au Burkina, faire des appréciations. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il faut dire que les Maliens ici, aussi, même bien avant ça, ont quand même une tendance, à la solidarité. Voilà. Parce que déjà, dans leur histoire, il y a la Fédération du Mali qui est là. Voilà. Et donc, ils ont déjà une expérience en termes de fédération. Et dans leur constitution, je pense qu'il y a une disposition qui disait que le Mali était prêt, était disposé donc à céder une partie de sa souveraineté pour une quelconque union d'État. C'est l'article 4. Oui, alors, je ne sais pas c'est quelle disposition. Donc, du coup, à ce niveau, on peut dire que du point de vue de l'histoire, les Maliens quand même ont une longueur d'avance par rapport au Burkinabé. Mais maintenant, le niveau de prise de conscience au sein des masses, je ne peux pas mesurer ça à partir. Vous ne pouvez pas mesurer ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des leaders d'organisations de la société civile qui sont avec nous ce matin. Monsieur Podassé, alors, ces clivages, est-ce que ça ne va pas constituer un frein à cet élan-là? Non, ça ne va pas constituer un frein. Et qu'est-ce qui crée justement cette clivage? Pourquoi la société civile n'arrive pas à parler d'une même voix au Burkina Faso? Non, ce qui fait que la société civile au Burkina ne parle pas même langage dans cette question de l'AIS. D'abord, il faut reconnaître que beaucoup de membres de la société civile au Burkina étaient endossés à des partis politiques. Voilà, beaucoup étaient des créations des partis politiques. Chaque parti politique avait son OSC. Donc, ils obéissaient à leurs parrains politiques. Ce n'est pas la même chose comme nous qui sommes venus de nous-mêmes, raison pour laquelle nous avons beaucoup été combattus, emprisonnés, tout ça, mais nous tenons bon. Donc, ce sont ceux qui s'opposent à la vision, à la dynamique actuelle. Donc, naturellement, le peuple est en train de les vomir doucement, doucement. Donc, c'est ça qui fait que ceux qui sont d'accord pour l'avancement, la libération de l'Afrique, et vu que le Mali, le Niger et le Burkina ont vu les mêmes problèmes, c'est ça qui a amené beaucoup de peuples maintenant à adhérer à la vision. Et ça fait que l'idée panafricaniste est en train d'émerger. Sinon, c'est à cause des clivages politiques. Vous voyez qu'on était beaucoup divisé au plan politique au Burkina, avec le changement brusque de 2014 qui a balayé d'autres et d'autres sont venus avec les OSC, alors que les OSC ne devraient pas s'aligner derrière les partis politiques. Les OSC devraient avoir leurs lignes et jouer la neutralité pour conduire la révolution. Malheureusement, les OSC ont troqué la lutte en vendant cette lutte aux politiques. Et donc, les autres qui supportaient l'autre camp politique qui a été vaincu se sont fâchés. Donc, c'est tout ça qui jouait un peu sur la dynamique des OSC. Mais avec l'arrivée de son Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, la dynamique est en train de prendre actuellement, doucement, doucement. Et j'ai confiance qu'on va y arriver. Parce que quand tu regardes dans nos objectifs, par exemple, au niveau du mouvement de la PJP, par exemple, ça dit que cette confédération est la bienvenue parce que ça cadre avec notre vision. Et en plus, nous pensons qu'il faut aller même déjà à la fédération. La confédération, mais toujours est-il qu'il faut commencer quelque part pour arriver quelque part. Sinon, dans notre vision, c'est d'aller directement même à la fédération. Aller directement à la fédération. Alors, monsieur Saodo, vous êtes également de la société civile. Alors, est-ce que c'est la même lecture que vous faites de la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, au regard des clivages au sein donc, de la société civile, quelle explication on peut donner? Est-ce que c'est dû au fait que ces sociétés civiles étaient pour la plupart créées par des partis politiques, donc c'est de bonne guerre qu'on ait donc ces clivages-là en ce moment? Pour ce qui est du cas burkinabé. Bien, merci. Je vais abonder dans le même sens que M. Podassé. Comme il a si bien dit, beaucoup d'OSC, ou certaines OSC ont été en tout cas mis sur pied par certains partis politiques qui obéissaient en tout cas à la politique même de ces différents partis. Maintenant, avec la nouvelle dynamique qui est là, certains se trouvent en déphasage, si bien que le problème de leadership se pose. Une fois que les structures qui ont décidé du moins d'accompagner la transition en place essaient de mener certaines activités, à partir du moment où ils ne sont pas au devant des choses, ils se trouvent assez vexés, si bien qu'ils se mettent en retrait. Et dans le même temps, ces OSC essaient de ramer à contre-courant. Et c'est ce qui est regrettable. Mais il y a matière à espérer en ce moment, au regard du contexte. Bien entendu.
il y a matière à espérer. On ne désespère pas, puisque la lutte, c'est une lutte de longue haleine. Et quoi qu'on dise, et petit à petit, nous allons parvenir à fédérer toutes les actions pour, en tout cas, mener à bien les missions qui sont les nôtres. Les missions qui sont les vôtres. Monsieur Assamadou Guiré, vous êtes de la société burkinabé de géopolitique. À regarder le contexte sociopolitique, sécuritaire, avec tout ce qu'on voit comme intox et manipulation des masses populaires, y a-t-il matière à espérer? Ou bien vous percevez donc un désespoir en vue? Alors, je pense que le docteur a brillamment justement bien planté le décor en disant effectivement qu'il y a de la matière à espérer parce que, vous savez, les réformes extraterritoriales sont très complexes parce qu'il faut du temps, il faut aussi de l'énergie et il faut de l'intelligence. Mais lorsque nous étudions le contexte actuel sous-régional et même mondial, il l'a si bien souligné, vous voyez, lorsque vous étudiez une communauté économique comme l'Union européenne, à la base, est allée justement avec ce type d'initiative que nous, on appelle aujourd'hui AUS. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte où on a des chefs d'État qui sont très engagés dans la reconquête, dans la lutte pour la reconquête de leurs différentes souverainetés. On a aussi des chefs d'État qui partagent les mêmes réalités sociopolitiques et qui ont décidé de mettre en place une organisation pour fédérer l'ensemble de leurs initiatives pour atteindre leurs objectifs. Et nous estimons qu'à partir de ce moment, il y a matière à expirer. Et l'autre élément également qu'il faut ajouter à cela est que, vous savez, de par le passé, on avait l'habitude de voir des organisations dont la création ou dont les créations sont suscitées depuis l'extérieur. Mais à la différence de l'AES, de cette confédération, on a de façon souveraine, de façon autonome, des chefs d'État qui décident de mettre en place une organisation, une coopération, une confédération pour atteindre l'ensemble donc de leurs différents objectifs. Et au regard de ces éléments-là, et aussi au regard de l'adhésion populaire au niveau donc des trois États, au niveau des trois pays, au niveau des trois peuples, vous avez vu comment le peuple s'est mobilisé. Le peuple burkinabé s'est mobilisé pour accueillir le président malien au niveau du Burkina Faso. Ça veut dire que il y a une grande adhésion populaire. C'est une coopération, c'est une confédération des peuples. À la différence des deux autres confédérations, à la différence des autres communautés où on constate l'existence de syndicats de chefs d'État. Ici, on voit que les peuples se reconnaissent dans cette initiative. Il n'y a pas de raison que toutes les initiatives, comme nous le disons à chaque fois, ne réussissent pas. Parce que partout où les peuples s'impliquent, partout où il y a de l'énergie, il y a de l'intelligence, il n'y aura que du succès. Et nous estimons que dans les jours à venir, nous n'aurons que du succès, de réussite en réussite à travers l'AUS. À travers l'AUS, il y a donc matière à espérer. Docteur Oro-Pépin, alors, quand on regarde le contexte, il y a pas mal de défis à relever, dont le défi de la communication. À regarder les réseaux sociaux aujourd'hui avec l'intox et la manipulation des masses populaires, on va dire, ça serait un défi majeur à relever pour ne pas donc gripper la machine à un moment donné. Oui, mais bien sûr, quand on suit donc l'évolution des événements, et surtout ce qui vient de se passer récemment, où il y a eu tout un déferlement donc pour désolidariser des mensonges, d'intoxication, de désinformation et autres, dont l'objectif est rentrer donc dans une stratégie du chaos. Et on peut donc se rendre compte que la question de la communication est vraiment centrale aujourd'hui. Et comme moi je l'ai dit, en ce 21e siècle, l'arme la plus redoutable, c'est la communication. C'est l'arme la plus redoutable. Oui. À relever en ce moment. C'est l'arme la plus redoutable. Et donc, du coup, il va falloir donc mettre l'accent sur ce côté-là. Voilà. C'est vrai que... En quoi faisant, par exemple? Oui, en quoi faisant? D'abord, en mettant des dispositifs de communication en place. Des trois pays à la fois? Oui, des trois pays à la fois. Et aussi, en donnant donc des outils, c'est-à-dire à tous ceux qui sont donc les panafricanistes et qui sont actifs sur les réseaux sociaux, il faut les outiller. Les outiller ne veut pas dire qu'il faut leur distribuer de l'argent. Les former. Il faut les former, voilà, à détecter même, ne serait-ce que les fake news et autres,
Voilà. Et maintenant, les former ici, comment contrer la désinformation. Voilà. Parce qu'il y a des techniques aussi pour contrer la désinformation. Vous êtes mieux placé que moi, peut-être, voilà, pour le dire. Donc, il faut les outiller, de sorte à mettre des mécanismes, des dispositifs en place pour réagir instantanément, donc, afin donc, de réduire à néant toute tentative de désinformation qui viendrait donc voilà, à survenir. Donc, à ce niveau, il faut aussi, du côté des journalistes, qu'ils fassent aussi l'effort. Oui, c'est vrai qu'il y a la pluralité des opinions. Vous avez l'impression qu'au sein de notre corporation, il y a assez de divisions? Non, je ne dirais pas que la division est normale. Il n'y a pas une unanimité, c'est-à-dire au niveau des opinions. Voilà. Donc l'espace public même fonctionne donc, sur le principe du contradictoire. Donc où il y a des rapports d'opinion. Voilà. Donc lorsque vous émettez une opinion, ça rentre dans un mouvement d'opinion déjà contradictoire au sein de l'espace public. Donc à ce niveau, les questions de contradiction, de divergence et autres là, c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, dans le fond, il faut mettre en avant l'intérêt national. L'intérêt national. Il ne faudra pas que le journalisme vienne aussi mettre en péril aussi l'unité nationale, l'intérêt national. Le contexte devrait imposer une façon de voir aujourd'hui et de traiter l'actualité. Oui, une façon de traiter l'actualité, de sorte à ne pas faire de façon inconsciente le jeu de l'ennemi, le jeu, c'est-à-dire des adversaires. Voilà, le jeu de ceux qui sont en train d'endeuiller et qui cherchent donc, c'est-à-dire à retirer donc notre territoire, notre pays. Il ne faudra pas que le journaliste ici puisse, à travers ici le traitement de l'information, même de façon volontaire ou involontaire, c'est-à-dire créer une condition qui puisse favoriser cela. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'élément ici essentiel, c'est la préservation donc, de la nation. La préservation voilà, c'est une question de survie. Docteur, vous l'avez dit, c'est un élément essentiel, la communication. La communication. Aujourd'hui, au sein de notre corporation, on n'a pas l'air de très bien percevoir ce défi-là à relever. Donc, le Conseil supérieur de la communication interpelle par moment et ça aussi, c'est mal perçu. Non, ce n'est pas que, ça dit, il n'arrive pas à percevoir. Non, tout le monde est conscient. Mais volontairement, il y a des gens qui sont dans un jeu. Voilà. Ils font un jeu. Oui. Vous savez que les clivages politiques au niveau du monde social se reflètent aussi, ou du moins traversent le champ du journalisme, le champ journalistique. Donc, du coup, ça fait que les gens aussi sont politiquement alignés, et même parfois idéologiquement alignés. Et lorsqu'on parle donc d'alignement politique, c'est dit que ce sont des intérêts politiques qui sont en jeu. De sorte qu'un journaliste peut être conscient sur le plan professionnel, mais peut choisir de servir tel ou tel intérêt politique. C'est son droit le plus absolu. Mais dans un contexte où... Mais un droit qui dessert en ce moment. Oui, qui dessert l'intérêt national. Voilà. Parce que la plume aussi doit être au service du peuple. Ça c'est ma conception. La plume doit être au service du peuple. Au service du également peuple. La conception de M. Podassé. Oui. Maintenant, une plume, c'est-à-dire, Chateaubriand disait, une plume incontrôlée est une plume destructrice. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est dire qu'il ne faudra pas aussi permettre toutes sortes de dérives qui puissent aussi mettre le pays en difficulté. Donc, c'est pour ça, dans la question du traitement de l'information, il va falloir que les journalistes fassent beaucoup plus, qu'ils fassent preuve de professionnalisme pour ne pas ici faire le jeu de l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les questions d'opinion, chaque journaliste doit être libre de son opinion. Mais il ne faudra pas que le journalisme puisse servir des causes obscures qui aujourd'hui sont en train donc de mettre en mal donc, le développement de rendre encore difficile la reconquête de notre territoire. Oui, mais justement, parce qu'ils sont issus du peuple et ils font partie du peuple. Très clairement. Moi, ma lecture, je suis d'accord avec le docteur, parce que moi-même, étant acteur sur le terrain, si vous voyez que notre lutte a du mal à prendre au Burkina et que le docteur a dit que le Niger est en avance par rapport à nous, par rapport à la prise de conscience sur l'AIS, c'est dû aux médias, ici même. Je le dis avec preuve, parce que quand nous avons commencé à Bobo, je me rappelle bien, dans les années 2021, nous sortons pour dire à bas la France, mais quand les gens venaient à la conférence de presse, là où j'intervenais, ça ne passait pas. À la presse, ça ne passait pas. J'étais fermé. C'est Afrique Média qui me révélait et les réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, quand il y a eu changement, à partir de janvier 2024, c'est SMTV seul qui me prenait. Sinon, il n'y avait aucun média au Burkina qui me prenait. Que ton idée panafricaniste, là, ça ne passera pas. Jusqu'à ce que l'avènement, on a continué à communiquer avec Afrique Média et les réseaux sociaux.
jusqu'à ce que l'avènement du MPSRD arrive le 30 septembre 2022. Et c'est à partir de là, certains presses privées m'ont invité une fois sur les plateaux, juste après les assises. On a parlé de ça seulement et c'est fini. Ils m'ont plus invité. Je me rappelle même la RTB m'a invité aussi une fois et après ça, silence radio. Alors, il a fallu que le défi de la communication, c'est un défi majeur à relever. Alors, au plan de l'AES, quelle solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, elle est simple. Par exemple, quand vous voyez que le jour que un grand frère a dénigré le président sur BF1 où il a dit l'image de Don Descent semblerait être montage, c'est des images de l'année passée. Ça, moi, j'étais aussi dans mon salon, je suivais, c'était un choc pour moi. Et j'ai même écrit sur ma page Facebook où j'ai dit l'autorité ne doit pas laisser ça passer. Il faut sévir. On ne peut pas laisser chacun venir raconter du n'importe quoi sur le plateau. Alors donc, à partir de là, le lendemain, nous avons interpellé la RTB où nous avons dit la RTB doit changer sa ligne éditoriale. Bon, on va pas. Bon, c'est pour dire que ce que nous voulons. Hier, par exemple, j'ai suivi une émission à la RTB où il y avait un de nos camarades, un de nos camarades du Niger qui a intervenu par téléphone. Il y avait un député malien, CNT, qui a intervenu par téléphone, ainsi que votre média qui fait un grand effort actuellement dans le domaine du panafricanisme. Donc, nous souhaiterons que dans les émissions à venir, que vous invitez aussi ceux des autres pays, que Niger ou bien Mali, que les gens puissent intervenir aussi. Et si possible, les télés que vous êtes, et ça, on le essayez fait d'avoir des partenariats. On le fait déjà. Voilà, donc c'est ce que nous souhaitons, que si possible même avoir des panélistes des pays de l'AES aussi sur le plateau, à défaut intervenir par Zoom. Pour moi, et puis organiser aussi des séminaires, des trucs comme il a dit ici, des formations, avoir des activistes panafricanistes qui sont écoutés, qui sont influencés sur les réseaux, qu'on va former pour contrecarrer la désinformation. Parce que nous en avons vu pendant les événements du 12 en venant, mais nous autres, on est restés à notre position pour déconstruire la désinformation de l'adversaire. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Il faut toujours continuer à se performer. Il faut toujours continuer à se performer. Alors, on est sur les défis à relever donc par l'espace AES, les chefs d'État en ce moment. Et nous sommes au niveau donc de la communication. Comment maîtriser la communication? Alors, monsieur Sawadogo, quelle est votre lecture ou solution par rapport à la maîtrise de la communication dans l'espace qui reste un défi majeur? Bien, merci. La communication, comme on l'a si bien dit, si elle est mal menée, c'est vraiment une arme de destruction massive. On se rappelle toujours ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda, le génocide rwandais, avec 1000 collines. Une fois qu'une information est très mal traitée, ça crée un désastre. Pour nos médias, je crois qu'on ne peut pas interdire à un média quand même d'avoir un parti pris. Mais il y a le contexte qui fait qu'il faut en tout cas savoir raison garder. Nous sommes en temps de guerre. Si on doit relayer des informations du reste qui sont fausses, je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Donc, il va falloir réellement qu'il y ait encore du sérieux dans la formation des journalistes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien formés, mais il reste quelque chose à parfaire toujours. Donc, ces journalistes devraient en tout cas se mettre au service de leur pays au lieu de se mettre au service de... Bon, pendant le temps de la crise. Exactement. Ouais. Donc, alors, pour ce qui est du cas de l'AES, quelle formule trouver? Quelle formule pour fédérer peut-être les médias, je ne sais pas. Déjà que nos pays sont en train d'aller à une confédération, je pense qu'il serait de bon ton quand même que les médias aussi, même si ce n'est pas tous les médias, que les médias fassent réellement cette union et pouvoir travailler en tandem. Parce qu'on voit ce qui se passe au plan européen. Quand il y a crise, les médias parlent d'une même voix. Exactement. Malheureusement, chez nous ici, c'est très mal compris. Surtout que certains qui sont opposés à nos différentes transitions et sont en train de tirer les ficelles de part et d'autre. Malheureusement, certains s'allient à ces derniers-là pour en tout cas aller contre ce qui devrait en tout cas rendre service aux différents pays. Alors, M. Assamadou Guiré, le défi de la communication, quelle est votre perception ou solution à cette crise-là, à ce défi à relever par donc, les États de l'AES? Nous pensons que les défis sont énormes.
Au plan de la communication. Au plan communicationnel. Vous savez, le monde du 21e siècle est le monde de la communication. Lorsque vous suivez les médias, les grands médias au niveau de l'Occident, vous verrez que dans la crise russo-ukrainienne, vous voyez qu'on a une seule tendance. On a une seule lecture des choses, à l'exception de quelques médias qui, souvent proches de l'extrême gauche ou proches de la Russie, qui essaient aussi de donner d'autres lectures des événements au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine. Malheureusement, au niveau de l'espace AES, on se retrouve toujours dans une situation de contradiction, dans une confusion médiatique, et ce qui rend très difficile la lutte contre la reconquête de notre souveraineté et aussi de notre territoire. Mais ce que nous proposons, nous pensons qu'il faut créer une industrie médiatique, parce que c'est très important. Vous voyez la difficulté avec laquelle les journalistes, les hommes de médias font le travail au niveau national et même au niveau de l'AES. C'est difficile d'évoluer dans ce contexte. Parce que, vous savez, un drone militaire coûte combien? Je vous assure que le prix de 2 drones militaires peuvent équiper toute une télévision pour faire un travail fantastique. Parce que si on doit investir des dizaines de milliards au niveau de l'armement, tout en oubliant qu'il faut investir aussi des milliards au niveau de la communication, parce que ces deux domaines, ces deux aspects vont de pair, ça sera difficile. Parce qu'on peut avoir des acquis militaires, mais s'il n'y a pas une communication stratégique pour accompagner ces acquis militaires, on risque de se retrouver dans une situation où c'était comme si rien n'était fait. Donc nous estimons qu'il faut mettre en place une industrie médiatique, communicationnelle, avec des moyens conséquents. Parce que lorsque vous prenez des médias, les médias comme France Monde, à savoir RFI et autres, le groupe, le budget annuel de ces médias, en réalité, il y a des ministères ici qui ne peuvent pas avoir cela. Donc, ça veut dire que c'est des milliards qu'on injecte pour arriver à déconstruire. Et aujourd'hui, on nous parle de 500 millions pour faire une communication de guerre. Et ça pose Mais problème. c'est extrêmement peu. Et ça pose problème. Comment ça a été largement critiqué. Ça a largement critiqué. Les gens, non, mais les gens ne maîtrisent pas les enjeux communicationnels. Beaucoup ne maîtrisent pas parce qu'il y a des gens, parce qu'ils n'arrivent même pas, ne serait-ce qu'à avoir 1000 francs ou 2 repas par jour. Et quand il attend 500 millions, pour lui, c'est énorme. Pourtant, nous avons un défi de plusieurs centaines de milliards, pour ne pas dire de plusieurs milliers de milliards que nous voulons défendre. Et s'il faut investir 100 milliards pour récolter 300 milliards, il faut le faire. Il ne faut pas dire que parce que nous sommes pauvres, il faut investir peu. Pourtant, on sait qu'en investissant beaucoup, on gagne beaucoup. Donc nous estimons qu'il faut un travail, il faut de l'investissement au niveau communicationnel pour accompagner nos médias. Parce que je vous assure que n'eût été la présence des réseaux sociaux aujourd'hui, il nous sera très difficile. Parce qu'aujourd'hui, tous les citoyens, certains citoyens engagés sont obligés de s'ériger en journaliste pour faire un travail. Lui également, le doyen Podassé, c'est des gens qui font un travail fantastique et énorme sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui contribue à l'avancée significative de la lutte contre la désinformation. Et je pense que pour arriver à bout de la lutte contre la désinformation, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement. Alors, vous l'avez dit, pour ce qui est de la communication, il n'y a pas que les médias, il y a aussi les structures de veille citoyenne qu'il faut aussi structurer et former, comme l'a dit le docteur. Oui, il faut à un moment donné. Docteur, je viens à vous. Alors, l'autre défi aussi qu'on pourrait citer, c'est bien la question de la monnaie. La question de la monnaie, souvenez-vous, sous l'ère Sékou Touré, comment l'économie avait été... l'invasion de fausses monnaies qui avait été faite en son temps pour déstabiliser, justement fragiliser le pays économiquement et décourager donc les populations. Est-ce que, et récemment également au Mali, de faux billets de francs CFA, alors on va dire que la monnaie de l'AES, c'est quand même un défi qu'il faudra relever au plus vite. Oui, mais bien sûr, c'est l'un des grands défis qu'il faut relever. La question de la monnaie. La question de la monnaie. Parce que la monnaie est vraiment le plus grand symbole de la souveraineté d'un État. Oui, quand vous prenez les pays anglophones, moi j'ai parcouru un peu quelques pays, mais chaque pays pratiquement a sa monnaie. Vous prenez les pays de l'Afrique du Sud, chaque pays a sa monnaie. En dehors de peut-être en Afrique de l'Est où c'est l'Ouganda et le Kenya qui semblent avoir un peu la même monnaie, mais toujours il y a une différence. Mais vous prenez tous les pays, Mozambique, l'Afrique du Sud, et vous allez prendre
l'Angola, et Zimbabwe. Zimbabwe, tous ces pays-là ont leur monnaie. Voilà. Mais maintenant, comment se fait-il qu'en Afrique, on voit 14 pays francophones, c'est-à-dire qui s'alignent derrière une monnaie coloniale? C'est une monnaie coloniale, mais on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que les autres pays-là ont de spécial pour pouvoir avoir leur souveraineté monétaire et nous n'en avons pas? Surtout qu'aujourd'hui, il est démontré que quand même, la zone sahélienne fait partie des zones les plus riches aujourd'hui en Afrique. Donc, du coup, moi, je pense que pour que nous puissions donc démarrer une souveraineté économique, parce que la souveraineté économique est très importante aussi, il va falloir ici que nous réglons cette question de la souveraineté. Mais est-ce que vous avez l'impression que les choses tardent à ce niveau? C'est vrai qu'il y a des tractations, il y a des concertations qui se font au plus haut sommet, mais est-ce que vous avez l'impression que... Non, je ne pense pas que ça tarde, mais peut-être qu'il y a d'autres contraintes. Peut-être quel genre de contraintes? Qu'est-ce qui peut empêcher justement... Non, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui est relevé à certains niveaux, voilà, à certains niveaux comme contrainte. Mais pour parler donc de la souveraineté de la monnaie, il faut d'abord avoir des réserves. Est-ce que nous avons ça? Voilà. Dans un contexte où notre or était exploité sans même contrôle, sans qu'il y ait même le souci même au niveau donc de gouvernants de pouvoir donc créer des réserves d'or. Mais c'est aujourd'hui peut-être, même pas peut-être qu'on vient maintenant de commencer. Voilà. Donc il faut quand même atteindre une certaine quantité pour pouvoir en tout cas aller vers le retrait donc de la monnaie. Moi je me dis aujourd'hui, ça doit être certainement la contrainte majeure qui fait qu'il faut peut-être encore un peu de temps pour se faire quand même une réserve, voilà, une réserve assez colossale qui puisse en tout cas soutenir la nouvelle monnaie qui viendra. La nouvelle monnaie de l'AES, vivement attendue par les populations des trois pays. Monsieur Podassé, réflexion par rapport justement à cette question. Réflexion par rapport à la monnaie, c'est notre objectif, c'est notre lutte de tous les jours. Nous avons dit à bas le franc CFA, à bas la monnaie coloniale. Donc aujourd'hui, nous voulons que l'AES crée sa propre monnaie. Mais quand j'ai eu à échanger avec certains officiels en off, ils m'ont posé 2 questions et il fallait que je trouve moi-même la réponse et donc j'ai compris. Donc, les citoyens lambda qui nous écoutent doivent comprendre que pour avoir sa propre monnaie, la monnaie doit être endossée à quelque chose de valeureux. Soit c'est du pétrole, soit c'est de l'uranium, soit c'est de l'or. Parce qu'aujourd'hui, la France est 4e producteur mondial des réserves d'or mondiales, alors qu'ils n'ont même pas une usine de transformation d'or, d'exploitation d'or en France. Ils gagnent ça où? C'est en Afrique ici. Et au Burkina, on n'avait pas de raffinerie pour raffiner l'or. On vient de commencer l'usine de raffinerie. Il y a Artisanal qui a déjà commencé et il y a un comptoir d'achat maintenant au compte de l'État. Donc, à partir de là, on pourra faire notre réserve. Et deuxième aspect, pour créer votre monnaie, il faut que vous parveniez à l'autosuffisance alimentaire. Parce que vous ne pouvez pas créer monnaie alors que ce que vous importez est plus que ce que vous exportez. Donc, balance, quand vous regardez dans la déficit budgétaire, ça ne cadre pas. Donc, c'est pour ça son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a lancé l'offensive agricole présidentielle au programme présidentiel. C'est la préparation de créer la monnaie, bien sûr. Et donc, dans le programme, c'est prévu qu'en 2025, on parvient à l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi il a commandé beaucoup de tracteurs. On est en train de cultiver beaucoup. Et en plus de ça aussi, le côté or aussi, il est en train de travailler. Même avec l'actionnariat populaire, il y a 3 mines d'or qui doivent être faites dans le sud-ouest. Il y a un qui doit être fait dans le centre-nord. Je pense que ça vaut 2 coins comme ça. Donc, du coup, on va exploiter nous-mêmes notre or. On aura des réserves. On va parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Tant que si les 2 conditions sont réunies, pour faire la monnaie, c'est 72 heures, d'après le professeur Nicolas Agbo. Alors, Monsieur Sawadogo, réflexion par rapport justement à cette question de monnaie qui reste aussi un défi majeur à relever, même s'il y a matière à espérer, comme l'a dit les 2 co-panélistes. Il faut le dire, les pays membres de l'AES sont en train de jouer la carte de leur souveraineté. Et pour cela, il faut consolider cette alliance-là. Cette consolidation doit passer effectivement par cette monnaie, la création de la monnaie de l'AES. Bien. Et comme ils l'ont si bien dit, il faut effectivement avoir des ressources, des réserves en or et autres pour pouvoir espérer créer notre monnaie. Et
je pense que les différents chefs d'État doivent être quand même dans cette dynamique-là. Parce qu'il ne faudrait pas précipiter les choses et ça va se gripper par la suite. Donc, je pense que les différentes pistes explorées par les différents chefs d'État rentrent dans le cadre, en tout cas, de la constitution de cette réserve afin d'aller à cette monnaie de l'AES. Monsieur Assamadou Guiré, très rapidement par rapport à cette question de monnaie. Oui, je pense que le très cher René Podassé a brillamment et intelligemment expliqué les faits. Vous savez, la souveraineté passe souvent par les détails que par de grandes déclarations. Pour arriver à la conception, à la création de notre monnaie, il faut réfléchir, il faut des préalables. Et nous estimons que nos autorités sont dans cette posture, dans cette perspective. Et le fait d'y penser déjà, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que même si vous créez votre propre monnaie et que vous ne contrôlez pas vos tissus industriels, vous vous retrouvez dans la même situation que celle que vous avez quittée. Parce que, comme il l'a si bien souligné, notre balance commerciale est très déficitaire. Et nous dépendons fortement de nos importations. Du coup, il faut trouver des mécanismes, il faut trouver des réformes, il faut trouver des stratégies pour non seulement asseoir un tissu industriel solide, de sorte à ce que même si vous créez votre propre monnaie, vous avez la facilité de la production de la richesse. Parce que c'est ça aussi le plus grand défi, la production de la richesse. La production de la richesse passe par quoi? Par la création des unités industrielles, par le processus, ou du moins l'autosuffisance alimentaire, parce que si vous avez votre propre monnaie et que tout ce que vous consommez vient de l'extérieur, vous n'arrivez même pas à vous nourrir et vous dites que vous avez votre propre monnaie, vous vous retrouvez naturellement, comme on le dit, dans une situation de dépendance. Donc, il faut ces préalables. Et si vous avez remarqué, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades sont dans cette posture. D'abord, vous avez vu l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Et de deux, la création justement de certaines unités industrielles, à savoir notre raffinerie d'or, et aussi certaines initiatives à travers l'APEC qui aujourd'hui constituent la base, ou du moins les éléments nécessaires qu'il faut avant d'aller à l'étape suivante. Sinon, il nous sera très difficile. Ça, c'est les aspects que je voulais évoquer. Mais l'autre élément également aussi, vous savez que nous sommes en train d'approfondir nos relations avec certains États comme la Russie, la Chine et la Turquie. Parce qu'effectivement, nous, on peut créer notre propre monnaie, mais à l'international, il faut acheter. Et on achète avec quoi? C'est vrai qu'il faut des réserves, il faut des devises, mais si on n'a pas l'appui de certaines puissances, certaines grandes économies, il nous sera aussi difficile de faire fonctionner normalement notre monnaie. Et en la matière, nous voyons que les réflexions se poursuivent avec la Russie, les réflexions se poursuivent avec la Chine, et nous pensons que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous irons à la création de notre monnaie. Qui nous permet d'évoquer l'autre pan de notre entretien, de ce débat d'aujourd'hui. Alors, docteur, quand on regarde la bourrasque impérialiste en face, les pays pris individuellement ne pourront pas justement résister. L'ami Assamadou Guiré a tantôt parlé de pays amis en citant justement la Russie. Alors, comme beaucoup de personnes en ce moment, la Russie, oui, mais jusqu'à quel niveau? Oui, comme je le disais, la Russie quand même est un bouclier, ça il faut le dire. C'est un paratonnerre pour donc, les pays de l'AES. Un bouclier? Oui, un paratonnerre, oui, en ce moment. Et parce que la Russie a une fonction de dissuasion actuellement. Voilà. Donc, on peut citer des exemples. Le cas du Mali, comme je le disais, il n'eût été donc l'intervention de la Russie, ne serait-ce que par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a menacé au Conseil de sécurité de l'ONU, quiconque, c'est-à-dire qui viendra attaquer le Mali, et il trouvait que la Russie allait être impitoyable. Lorsque les Assimi Goïta, les 5 colonels sont arrivés au pouvoir, on a vu comment la France ici a élevé le ton, en disant même que la CEDEAO, il fallait que la CEDEAO intervienne pour les déloger et que même s'il fallait qu'ils appuient. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est clair que n'eût été les menaces de la Russie,
je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les 5 colonels allaient être au pouvoir. C'est un partenaire stratégique. Voilà, c'est un partenaire stratégique sûr. Voilà, en tout cas en termes de sécurité. Dans le cadre de cette lutte voilà, pour la souveraineté. Pour la souveraineté, la Russie est un partenaire sûr. Voilà, et le partenariat avec la Russie donc dissuade beaucoup de pays qui pourraient donc avoir donc des projets donc de déstabilisation, des projets même d'attaque, pourquoi pas. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et encore au Niger, malgré même la présence militaire française sur le sol, où il y a eu des menaces ouvertes d'attaque contre le nouveau pouvoir nigérien, mais cela n'a pas pu se faire. Mais cela ne veut pas dire que c'est peut-être les Nigériens qui sont arrivés à les dissuader. Mais quelque part, il faut dire que la coopération avec la Russie a été aussi pour quelque chose. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, n'eût été donc cette coopération sur le plan même opérationnel. En matière d'acquisition de l'armement, vous avez vu, nos autorités nous ont dit que des armes ont été bloquées. Des pays donc, ont même refusé donc, de nous vendre de l'armement. Et quand on voit le niveau d'équipement aujourd'hui de notre armée, voilà, les niveaux donc, les capacités donc, militaires opérationnelles que notre armée a pu avoir aujourd'hui, c'est grâce à la coopération avec la Russie. Et bien sûr, avec d'autres pays comme la Turquie. Donc, du coup, la Russie est aujourd'hui un partenaire très stratégique dans la lutte aujourd'hui pour la souveraineté. Parce que si nous n'allons pas vers d'autres forces qui sont en mesure de contrebalancer donc les forces adverses, ce serait très difficile pour nous de pouvoir avancer. Nous avons tous vu comment la coalition occidentale est venue à bout de Kadhafi, où la Libye a été détruite, parce que la Libye n'avait pas de rempart. La Libye n'avait pas d'alliés de soutien stratégique, une force quelconque qui aurait pu contrebalancer la coalition occidentale. Donc, dans tout combat libérateur, il faut toujours des alliances stratégiques. Oui, des alliances stratégiques. En la matière, pour ce qui est de l'AES, oui, pour contrebalancer les forces. C'est très utile. Très utile. Monsieur Podassé, la Russie utile dans cette lutte pour la souveraineté de nos États, oui, mais utile jusqu'à quel niveau? La Russie utile jusqu'à quel niveau? Je vous donne un exemple très simple. La Corée du Nord est ce qu'il est aujourd'hui, que tout le monde a peur grâce à la Russie. Parce que la Russie l'a aidé avec la technologie militaire. Donc je pense que cette lutte, nous ne devons pas la limiter seulement à nous débarrasser des terroristes, mais nous devons travailler à parvenir à l'industrie militaire. Voilà. Et ça, je pense qu'avec la Russie, on pourra. Si vous regardez très bien, Kadhafi a lancé satellite africaine en son temps. C'est avec l'aide de la Russie et la technologie chinoise qu'on a pu avoir satellite africain qui nous permet aujourd'hui de communiquer moins cher. Sinon, la communication était extrêmement chère en Afrique ici. Donc pour nous, cette coopération gagnant-gagnant avec la Russie, on peut aussi aller dans le domaine de la santé. Avec le Cuba aussi, tout ça, on a beaucoup de partenaires. Donc la Russie peut nous aider jusqu'à où ça nous mène de savoir profiter de la technologie russe. Pour le moment, ils nous vendent des armes. Mais on ne va pas continuer quand même à consommer, import. À un moment donné, il faut grandir. Et quand tu grandis, toi aussi, tu dois pouvoir produire pour exporter. Et s'auto-prendre en charge. Voilà pourquoi nous devons travailler à parvenir à l'industrie militaire. Parce que les Européens, là, ils n'abandonnent jamais. Comme Sankara l'a dit, l'impérialisme, c'est un mauvais élève. Quand tu le chasses aujourd'hui, il va, il se prépare et il revient. Mais ils vont planifier. Ils vont dire, bon, cette génération-là, on ne peut pas. Mais on va préparer la génération qui vient peut-être dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, 100 ans pour revenir. Donc c'est pourquoi il faut aussi préparer de telle sorte que avec la Russie, on puisse être une puissance militaire, avoir des missiles balistiques et même si possible armes nucléaires. Quand nous allons avoir armes nucléaires ici, on va devenir comme la Corée du Nord. Tout le monde va avoir peur de nous. En ce moment, il y a certaines choses, détails qu'on pourra faire. Sinon, pour le moment, il faut mettre l'accent sur l'industrie militaire avec la Russie et il faut en profiter. C'est le moment. C'est le moment. Monsieur Sawadogo, la coopération avec la Russie, votre regard critique là-dessus? Bien. Nous saluons en tout cas à sa juste valeur cette coopération. Et je profite en tout cas féliciter nos dirigeants pour cette clairvoyance dans la multiplication du partenariat. Ils sont allés au moment opportun et vers un partenaire ou des partenaires assez crédibles qui sont venus de façon sincère pour nous appuyer dans cette lutte contre le terrorisme. Je pense bien que n'eût été réellement l'appui de ces pays. Aujourd'hui, ces pays membres de l'AIS allaient être sous le joug de l'impérialisme
que nous sommes en train de combattre de nos jours. Comme l'a dit docteur, et la Russie dissuade exactement. Quand elle est amie avec vous, avec sa protection. Qui n'a pas peur du lion? Alors, Assamadou Guiré, très rapidement. Oui, très rapidement, où il y a le professeur Joseph Kizerbo qui disait que le progrès est fils du contact positif. Les coopérations militaires font partie des actes de souveraineté des peuples. Et le docteur l'a si bien souligné, aujourd'hui, grâce à l'alliance avec la Russie, certains réfléchissent 2 fois avant de nous attaquer. Et moi, je pense que nous sommes au XXIe siècle dans une situation géopolitique où le monde est divisé en blocs. On a les souverainistes et on a les mondialistes. Et les États de l'AES ont décidé de s'aligner derrière les souverainistes. Et les souverainistes, ce sont la Russie, la Chine, la Corée et l'Iran. Le Cuba. Et cette posture aujourd'hui nous arrange et cette posture nous permettra de nous armer, du moins d'avoir l'industrie militaire dont le doyen disait avec la Russie, avoir une industrie économique, un tissu industriel avec des pays comme la Chine et aussi avoir développer notre coopération avec certains États comme l'Iran et même la Corée du Nord. Le Cuba. Et le Cuba. En termes de médecine. Merci beaucoup. Et ce qu'il faut, je voulais aussi évoquer, c'est que aujourd'hui, généralement, lorsqu'on évoque la coopération avec la Russie, les détracteurs, ou du moins les ennemis d'en face disent que nous voulons quitter un maître A pour rejoindre un maître B. Pourtant, on sait que lorsque un ennemi, ou du moins lorsqu'un adversaire, un partenaire veut vous coloniser ou du moins vous esclavagiser, il ne vous vend pas les armes. Il ne vous militarise pas. Prenez le niveau d'équipement de l'armée burkinabé à l'étape actuelle. Aujourd'hui, nous, il y a des États au niveau de l'Union européenne qui, je vous assure que si nous partons en confrontation, auront des difficultés avec le Burkina Faso. Mais le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades ont pris combien d'années pour arriver à ce niveau d'équipement militaire? C'est parce que nous avons eu une coopération sincère avec la Russie. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire avec l'autre partenaire. Il n'y a absolument pas de comparaison à faire parce que aujourd'hui, lorsque vous prenez les puissances militaires au niveau de l'Afrique, vous allez me citer l'Égypte, vous allez me citer l'Algérie, mais lorsque vous étudiez l'histoire de l'équipement militaire de ces pays, vous verrez que c'est la même Russie qui a permis à ces États d'atteindre ce niveau d'équipement militaire. Et aujourd'hui, on veut nous convaincre de ne pas aller vers la Russie pour s'équiper militairement ou du moins asseoir une industrie militaire. Ceux qui le disent sont de mauvaise foi. Ils sont non seulement de mauvaise foi, mais ils savent que l'état de dépendance dans lequel ils nous ont maintenus ou du moins ils veulent nous maintenir, si nous partons vers la Russie, nous allons nous équiper militairement et celui qui est équipé militairement ne peut jamais accepter qu'on vienne le dominer. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, ils savent que si nous partons vers la Russie, ils perdent leur zone d'influence. Ils savent que nous repartons encore vers une autre vision du monde. Donc, nous pensons qu'en allant vers la Russie, ce n'est pas quitter un maître A pour un maître B. C'est de l'intelligence géopolitique, c'est de l'intelligence diplomatique, c'est de l'intelligence politique de façon globale. Et beaucoup de pays africains, de par le passé, ont eu cette intelligence, à savoir l'Égypte, à savoir l'Algérie. Lorsque vous partez en Afrique orientale également, vous verrez que il y a un seul pays dans le monde en Afrique qui n'a pas pu être colonisé. C'est qui? C'est quel pays? C'est l'Éthiopie. Mais comment l'Éthiopie est arrivée à faire barrière à la colonisation européenne, spécifiquement avec l'Italie? C'est parce qu'à l'époque, les Russes ont soutenu, les Russes ont accompagné les Éthiopiens. Et au XXe siècle, pendant la lutte de libération des peuples africains, lorsque vous prenez tous les indépendantistes, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique orientale, en Afrique australe, et même en Afrique de l'Ouest ici, ont été accompagnés par les Russes. Les Russes ont équipé militairement certains mouvements pour la reconquête des indépendances au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous estimons que nous sommes naturellement dans une poursuite de lutte pour reconquérir notre souveraineté nationale. Et qui mieux que la Russie aujourd'hui pour nous accompagner? Parce que de par le passé, elle l'a fait. Elle continue de le faire dans certains pays. Et même lorsque vous partez au Moyen-Orient, elle continue
Exactement comme ce que Bachar al-Assad avait été. Lorsque Bachar al-Assad faisait face aux terroristes, il s'est allié stratégiquement. La Syrie s'est alliée stratégiquement avec la Russie. Et à la fois lutter contre les groupes armés terroristes et à la fois aussi lutter contre la coalition des États impérialistes. Et aujourd'hui, vous avez vu que la Syrie tient. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la Syrie comme on le faisait par le passé. La Russie, donc, est un partenaire très stratégique pour les pays de l'AES en ce moment. Assomadou Guiré, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci pour vos analyses sur ce sujet d'actualité. Merci à vous, Dr Olo Pépin-Ien. Vous êtes sociopolitologue. Merci pour vos analyses également. Merci. Sur le sujet d'actualité. Merci. Nestor Podassé, vous êtes le coordinateur national de Planète des jeunes panafricanistes. Vous avez donné donc vos clés de lecture aussi, quoique pertinent aussi sur ce sujet. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre Sawadogo. Vous êtes le vice-président de l'organisation de la société civile Sauvons le Burkina Faso. Merci également. C'est moi qui vous remercie. À vous, spectateurs de la C360, merci pour votre constante fidélité à cette émission et à très vite avec un autre sujet de débat d'actualité.